Conseil des ministres, ce mercredi, l'exécutif a annoncé la création d'une nouvelle instance. Il s'agit du CNREVI, le Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble. Une instance d'orientation et de suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Tous les détails du Conseil des ministres dans ce journal. Infrastructure à Boromo, le trafic sur la route nationale numéro 1 est perturbé depuis vendredi. Le tronçon est envahi par les eaux de pluie. 5 jours après, le courant d'eau est toujours fort. Le trafic sur cet axe est interdit jusqu'à nouvel ordre selon les premiers responsables de la région. Et puis dans le conflit russo-ukrainien, l'économie africaine est touchée. Le continent a subi de plein fouet les hausses de prix et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement de ses produits de base tels que les céréales et les hydrocarbures. Environ 45 pays africains, parmi lesquels le Burkina Faso, importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de la Russie. Analyse de la situation dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20h. La présidence du Faso a une nouvelle instance, le CNREVI, le Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble. C'est une instance d'orientation et de suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. C'est une information donnée au Conseil des ministres de ce mercredi 24 août. La question de la lutte contre le terrorisme a été abordée également. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de mutualiser leurs efforts pour faire face à cette menace transnationale. Alexis Wenkouni Belemnaba. CNREVI, Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble, c'est l'instance d'orientation et de suivi de la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Elle est mise en place au titre de la présidence du Faso. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 24 août. Cette instance devrait permettre de booster le processus de réconciliation nationale engagé par le gouvernement. Le Conseil national donc de la réconciliation et du vivre ensemble est chargé donc de donner des orientations et de suivre la mise en œuvre du plan d'action intégré des stratégies relatives à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale, à la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent, au pacte de vivre ensemble. Et en outre, il est chargé donc de donner des orientations pour la réparation et l'indemnisation des préjudices subis par les victimes dont les dossiers sont déjà traités et évalués, ainsi que pour le traitement des dossiers nouvellement enregistrés. Stratégie militaire de défense et celle de la coopération militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui subissent des attaques terroristes répétées ont été également évoquées. Ce sont de nouvelles approches de lutte contre l'hydre terroriste. Les trois pays doivent mutualiser leurs efforts pour faire face à cette menace transnationale. Nous avons donc avec notre voisin du Niger échangé récemment sur la nouvelle approche face donc à ces défis qui se posent toujours sur notre frontière commune. Nous avons donc décidé de nous retrouver sur un certain nombre de points qui ont considéré l'agenda de la rencontre, ce qui nous a permis donc de passer en revue tous les aspects stratégiques et de remettre en selle quelques idées qui se fondent sur le constat d'abord que notre cadre de coopération sous-régionale, notamment en ce qui concerne le G5 Sahel, qui est en souffrance. Donc nous avons convenu donc de resserrer les rangs autour de notre espace commun, qui est celui de l'Iptako-Gourma, qui est l'espace qui est le plus problématique dans cette menace, la zone des trois frontières. Vous savez que le long de nos frontières, il y a l'État islamique au Grand Sahara qui est très actif. Il y a aussi le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est aussi très actif. Et donc ces deux groupes mènent des actions perlées un peu sur l'ensemble donc de notre frontière, ce qui nous amène à reconsidérer un peu l'approche des opérations Tanli, qui étaient des opérations périodiques, faire en sorte que... Deux rapports ont été adoptés au titre du ministère en charge des mines. Le premier est relatif à une demande d'autorisation pour l'octroi de permis d'exploitation semi-mécanisé d'or dénommé Diatara de la société Stargate Minera. Ce projet d'exploitation est situé dans la province du Numbiel, région du sud-ouest. Le deuxième est également une demande d'autorisation pour l'octroi de permis d'exploitation semi-mécanisé d'or dénommé Nimpere de la société Wenpanga Or dans le Dano. Le gouvernement a marqué son accord pour les deux mines.
Et puis à l'occasion de cette rencontre avec les membres du gouvernement, le ministre en charge des infrastructures a fait cas du pont de la RN1 situé entre Pa et Boromo. Le ministre des infrastructures et du désenclavement, colonel-major Charles Josaphat Zongrana, estime que ces dégâts sont cycliques et pour l'instant, des actions fortes ne peuvent être initiées. Des études seront faites pour trouver une solution définitive à ce problème. Mais en attendant, la ligne rouge du pont sera rehaussée pour éviter de faire des victimes. On écoute ensemble le colonel-major Charles Josaphat Zongrana au micro de notre reporter. Il faut qu'on ait un langage aussi de vérité. Au stade actuel, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, toute solution qu'on pourrait mettre en œuvre ne peut être, en tout cas, mise en œuvre que lorsque on va sortir de la saison de pluie. Alors, donc, à moyen terme, il s'agit pour nous donc d'étudier donc de façon sérieuse donc le phénomène afin donc d'y apporter donc la meilleure solution. Alors, parce qu'une des solutions pourrait consister, par exemple, à rehausser la ligne rouge donc, de la route. La ligne rouge, donc, c'est la ligne, lorsqu'on construit la route, la ligne sur laquelle on se cale pour être sûr que la chaussée n'est pas submergée. Alors, donc, on peut rehausser donc, cette ligne-là en amont et en aval du pont, mais il faut être sûr que la solution est définitivement, cette solution règle définitivement le problème. Il y a aussi le fait que nous devrons également analyser donc tout ce qui est phénomène hydrologique autour donc de ce cours d'eau-là pour voir est-ce que il n'y a pas peut-être nécessité de mettre en place un ouvrage de décharge. L'ouvrage de décharge donc permettra qu'en cas de survenir encore de cet incident-là, qu'on puisse donc permettre à l'eau de pouvoir aller vers un autre endroit. Ça pourrait être par exemple un barrage. C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement avec le ministère en charge donc de l'eau pour que nous puissions regarder donc cette question-là. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire sur cette question. Et je profite donc de l'occasion pour également parler un peu, puisqu'il s'agit du ministère des Infrastructures. Ici, nous avions dit la dernière fois qu'il y avait des ouvrages donc, qui avaient été sabotés donc, à hauteur de Diapaga et Niadiaboli, donc au niveau de la région de l'Est. À la date d'aujourd'hui, ces ouvrages ont été réparés et donc on a rétabli des trafics donc, sur ces tronçons. Il n'en demeure pas moins que, comme vous l'avez certainement suivi, il y a encore eu d'autres attaques récemment, notamment une attaque sur la RN3, donc à hauteur du pont de Naré, que nous avions réparé précédemment. Alors actuellement, les dispositions sont en train d'être prises pour qu'on puisse faire des réparations. On nous a également signalé un incident que nous sommes en train de vérifier. Donc il s'agit donc d'un éventuel sabotage donc, sur la RN18, donc sur l'axe Fada-Pama. Et nous sommes en train de vérifier pour voir si cette information donc, est vérifiée. Alors donc c'est pour dire que la problématique de sécurisation de nos ouvrages sur les axes routiers se pose. Mais comme vous le savez, on ne peut pas poster donc des hommes à tous ces niveaux-là parce qu'on a énormément d'ouvrages donc sur les axes routiers. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes en train de travailler de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions qui peuvent être des solutions techniques. On ne va pas révéler toutes nos solutions ici, mais nous sommes en train d'envisager d'autres solutions donc pour permettre que, en tout cas à terme, on puisse assurer plus de sécurité donc à nos ouvrages. À Boromo, le trafic sur la route nationale numéro 1 est perturbé depuis vendredi. Le tronçon est envahi par les eaux de pluie. 5 jours après, le courant d'eau est toujours fort. Malgré une décision du gouverneur de la région interdisant le trafic sur ce tronçon, les usagers persistent. Pire, certains y ont développé un business. Les images de notre reporter Joseph Koutkou. Nous sommes sur le tronçon reliant la ville de Pa à Boromo sur la route nationale numéro 1, précisément à 17 km de Pa. Ce tronçon est envahi par les eaux de pluie depuis vendredi dernier, avec pour conséquence la sortie de son lit de la rivière le Grand Balai, submergeant ainsi la nationale numéro 1. 5 jours après, le courant d'eau est toujours fort et l'axe demeure jusque-là impraticable. Nous sommes arrivés, nous avons traversé jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas, nous avons vu que le niveau de l'eau, depuis lors là, on a l'intention que l'eau n'a toujours pas encore diminué. Et les dégâts sont quand même énormes. Voilà, donc nous voyons des véhicules qui sont quand même hébergés dans l'eau. Voilà, et dans le village même, nous avons vu beaucoup de maisons, en tout cas, qui sont tombées, voilà, suite aux effets de l'eau. Et en plus encore, d'après que les champs, en tout cas, ont été endommagés par l'eau. Malgré la décision du gouverneur de la région de la Boucle du Moun interdisant le trafic sur ce tronçon, des usagers continuent de risquer leur vie. Et ce, malgré la présence des forces de sécurité.
C'est interdit de passer actuellement. Il y a un communiqué qui interdit le passage. C'est interdit. Si vous ne voulez pas votre ville, il y a un communiqué pour prévenir la vie des gens. Ce n'est pas autorisé qu'on circule à l'aile. Vous ne pouvez pas forcer. Donnez vos documents et puis vous venez nous trouver au service. Sur place, certains ont développé un business. Ils aident les passants à traverser à l'aide de tricycles ou à pied, moyennant de l'argent. On n'a pas 1000 euros. Et ça, donne 1000 euros. Faut amener l'argent. Il dit de payer 500 francs juste pour traverser l'eau là. Pourtant, on a fait le premier passage là, on n'a pas payé. Deuxième passage, maintenant, ils sont venus dire de rentrer. On est rentré maintenant, on nous dit de payer 500 francs. Si tu amènes ta moto, on prend la moto là seulement, on pousse, on traverse là, on te donne et tu pars. Bon, c'est juste 2000 francs seulement. La famille dans l'eau est trop beaucoup, les véhicules ne peuvent pas passer. Donc ça veut dire qu'on aide les gens avec les tricycles pour venir faire traverser l'eau là aussi. Les conséquences de la suspension du trafic est visible à part. Un nombre important de camions est stationné dans la ville, chose qui met mal à l'aise les habitants de Par. Ces camions ont pris toute notre ville à cause de ce problème. Nous demandons à Dieu d'aider le gouvernement à trouver une solution à ce problème pour que ces camions libèrent nos routes. Dans la circulation, on ne peut même plus circuler. Si tu veux circuler, il faut que toi tu circules par la voie rouge. Sinon, impossible de pratiquer, de prendre le goudron même. Puisque les camions là sont garés partout. Ça, c'est devant ma porte même, sont arrêtés comme ça. Bon, on va faire comment? Nous venons d'Abidjan. On est allé charger là-bas. Nous sommes venus bloquer ici actuellement depuis hier parce que nous sommes fatigués. Nous, les conducteurs comme ça, là, quand on roule là, dès qu'on arrête là, on a des problèmes. Face à cette situation, le gouverneur de la région de la Bokul-du-Moun invite les usagers d'emprunter l'axe Bobo-Dédougou-Koudougou jusqu'à nouvel ordre. Retour à Ouagadougou, suite à des dénonciations, l'agence burkinabé de normalisation et de la métrologie et de la qualité Abénorma a scellé une station à essence ce 24 août 2022. Le gérant est accusé de fraude sur la quantité du carburant servi à la pompe. En effet, le gérant de cette station aurait modifié les mesureurs de la pompe. La quantité servie étant inférieure à ce qui est indiqué sur le tableau, un usager vigilant a été tiqué et suite à sa plainte, des sanctions ont été imposé au gérant Abdourahim. Tout est parti d'une plainte sur les réseaux sociaux. Un client d'une station se plaint de la quantité de carburant qui lui est servi. Alors que son réservoir est d'une capacité de 62 litres, il se fait servir 65 litres sans avoir le plein. L'intervention de l'Abénorme, agence burkinabé de normalisation, a permis de détecter une défaillance de la pompe de cette station, explique le directeur de la métrologie. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a certains bras de la dite station qui donnaient effectivement des volumes qui n'étaient pas dans les tolérances. Donc, comme mesure conservatoire, nous avons scellé les pompes qui étaient défectueuses. Même si le consommateur arrive et demande du carburant, il ne peut pas les servir à partir de ces pistolets. Parce que ça veut dire que le système de pompage de la pompe a été bloqué. Dans le cas espèce, les vérifications des techniciens ont permis de se rendre compte que les mesureurs ont été modifiés par le gérant. L'infraction est alors consommée et l'Abénorme impose une amende. Naturellement, le contribuable va venir vous dire que ce n'est pas intentionnel, mais nous avons des moyens pour voir est-ce qu'il y a eu des... On a touché au mesureur. Lorsque le mesureur a été touché, ça veut dire que le caractère intentionnel, on ne peut pas venir nous dire que ce n'est pas intentionnel. Nous avons constaté en fait l'infraction. L'amende a été proposée. La personne est d'accord pour payer l'amende. Nous sommes dans cette disposition-là. Donc si effectivement la personne paie l'amende, nous taisons en fait la procédure judiciaire. Donc, parlant du caractère dissuasif de l'amende, nous pesons le pour et le contre pour fixer en fait l'amende. Dans le cadre des contrôles effectués par l'Abénorme, lorsque les pompes débitent en deçà des indications et que le mesureur n'a pas été touché, l'infraction n'est pas constituée. Il s'agit d'une panne selon le directeur de la métrologie. Les pompes sont alors étiquetées en rouge. Si les scellés n'ont pas été touchés, ce qui arrive
c'est qu'on se dit que c'est l'appareil qui a déraillé. Nous avons les preuves et nous demandons à ce moment que la réparation soit faite. À ce moment, nous apposons une étiquette de couleur rouge pour avertir le consommateur et nous scellons en fait la pompe en question, du moins le pistolet en question. Ça veut dire que le propriétaire de la pompe n'a pas le droit de servir sur ça. L'étiquette verte, par contre, qui dit que l'instrument est conforme, ça veut dire qu'après le passage des équipes de contrôle, ils se sont rendus compte que la pompe en question débite dans les tolérances réglementaires. La Benorme projette mener des campagnes de sensibilisation sur la signification et l'implication des stickers. Cela parce que bien qu'il soit interdit aux gérants de servir à partir des pompes étiquetées rouges, nombre d'entre eux transgressent. Et Issa Sawadogo invite toutes les populations à dénoncer ces pratiques illicites. À la suite de ce 20h, ouverture de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative à Zignaré dans le plateau central. Les activités de la 10e édition ont été officiellement lancées ce 24 août par le directeur général de l'offre des soins représentant le ministre de la Santé. Cette 10e édition se tient autour de la contribution de la médecine traditionnelle et alternative sur l'offre de soins en situation sécuritaire et sanitaire précaire. L'objectif est de favoriser la concertation entre les tradipraticiens pour une meilleure promotion du secteur. Maxime Joël-Bambara. Pour cette 10e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative, les acteurs du domaine vont réfléchir sur la contribution de ce secteur sur l'offre de santé en période de double défi sécuritaire et sanitaire. L'objectif de cette semaine de la médecine traditionnelle est de travailler à favoriser la concertation entre les tradipraticiens et de faire régner la cohésion entre les différents acteurs. Il est également question pour le ministère en charge de la santé de travailler à rendre les soins, qu'ils soient modernes ou traditionnels, accessible aux populations. L'un des concepts les plus répandus aujourd'hui, c'est la couverture sanitaire universelle. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous et moi, que chaque Burkinabé ait accès aux soins de santé de manière facile et de manière moins chère. Et pour atteindre ça, nous devons considérer toutes les parties qui sont dans la bataille. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle peut apporter une bonne contribution, non seulement pour disponibiliser des médicaments sur place qui vont servir aux Burkinabés, mais aussi peut être un des maillons pour permettre aux Burkinabés qui n'ont pas accès directement à une formation sanitaire pour telle ou telle raison sécuritaire d'avoir des soins. L'idée est donc de trouver des mécanismes pour promouvoir davantage la médecine traditionnelle et alternative. Mais cela passe d'abord par une meilleure organisation des acteurs. Occasion pour le parrain de cette 10e édition d'interpeller les tradipraticiens à plus de professionnalisme et de responsabilité dans leur travail. Le gouvernement ne peut pas vouloir nous accompagner dans ce domaine tant que nous-mêmes les acteurs nous ne sommes pas censés pouvoir bien nous organiser et puis accueillir l'aide et puis l'accompagnement que le gouvernement veut faire. À ce niveau, nous avons tenté de situer un peu les responsabilités et les inviter à être des soignants responsables parce qu'on constate souvent aussi de la dérive. D'autres en font un fonds de commerce, du business, de l'escroquerie. C'est ça que nous n'avons pas, on ne s'est pas gêné pour leur dire cela, attirer leur attention. Du côté des tradipraticiens, cette semaine se veut une occasion pour eux d'exposer leur savoir et savoir-faire ancestral à travers les stands d'exposition. Je suis venu ici avec le médicament. On traite contre le coco, le maux de tête, maux de ventre, ulcère, maux de rein, avec le asthme, le hépatite, comme on appelle ça, les sinusites. Donc on traite tout ça là. J'ai un produit qu'on appelle Artemisia palud, qui est la plante Artemisia, et qui est très efficace pour traiter les cas de palu. Donc j'ai ce produit. J'ai aussi un nouveau thé que j'ai fait, le thé détox. C'est un thé que je viens de mettre en place qui permet vraiment de nettoyer les reins. Ça nettoie également vos foies et tout ce qui s'ensuit, et même les vaisseaux sanguins. En plus des stands d'exposition, la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative sera marquée par des conférences sur le thème de cette 10e édition. Débutée ce mercredi 24 août, elle s'étendra jusqu'au 1er septembre prochain.
Retour dans la capitale burkinabé, la Loterie nationale burkinabé renforce les capacités opérationnelles de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina. Elle a fait don d'une nouvelle ambulance normalisée. La cérémonie de remise de cette ambulance adaptée à l'aide médicale urgente a eu lieu ce 24 août dans l'enceinte du centre de secours de la première compagnie des sapeurs-pompiers de Ouagadougou. D'un coût global de 50 millions de francs CFA, cette ambulance va permettre d'améliorer la qualité de prestation des soldats du feu. Linda Sarah Kabouri. À travers ce geste, le directeur général de la Loterie nationale burkinabé remet main à main les clés de cette nouvelle ambulance normalisée flambant neuve au premier responsable de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. D'un coût global de 50 millions de francs CFA, cette ambulance vient renforcer la capacité d'évacuation des blessés de la circulation routière. La BNSP et la Loterie nationale travaillent ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Et cette relation ne pourrait qu'être renforcée car nous voyons l'impact social de ces ambulances sur nos populations. Nous voyons également le travail qu'ils abattent. Il est de notre obligation de les soutenir. Le matériel embarqué dans cette ambulance nouvellement acquise facilite la prise en charge des premiers soins et pas seulement. Elle est également équipée entre autres d'un défibrillateur semi-automatisé qui permet la prise en charge des victimes en arrêt cardio-respiratoire. Le premier responsable est convaincu que cette ambulance fera la fierté des soldats du feu. Effectivement, le défibrillateur semi-automatique permet de prendre en compte et en charge des personnes qui sont en détresse cardiaque. Maintenant, les autres dispositifs qui sont à l'intérieur de l'ambulance permettent de prendre en charge des victimes de façon courante, à la fois des accidentés de la circulation, mais aussi des personnes prises de malaise ou autres types de détresse dans lesquels ce que nous appelons communément les victimes dans le jargon des sapeurs-pompiers pourront donc se trouver. Faut-il le rappeler, le partenariat entre la LONABE et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers existe depuis une dizaine d'années. Un partenariat qui a permis la construction et l'équipement de la 6e compagnie d'incendie et de secours de la BNSP de Boromo en 2014. Sans oublier les locaux de la 5e compagnie d'incendie et de secours de Banfora actuellement en cours de rénovation sur financement de la LONABE. En attendant la fin des travaux, le directeur général promet une autre ambulance d'ici la fin de l'année 2022. Première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, une délégation burkinabé a pris part à cette édition et a été reçue en audience le 22 août dernier par le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo, RDC. À l'occasion, elle a adressé une invitation officielle du ministre de l'artisanat burkinabé à son homologue de la RDC. Une invitation à participer à la 16e édition du CIAO et à la 10e conférence des ministres du CODEPA qui se tiendra à Marche du CIAO. Le ministre d'État congolais, à son tour, a marqué son accord pour sa participation aux deux événements. Mamitria Nakamapo. À la tête de la délégation venue du Burkina Faso, Charles-Eugène Nabolé, conseiller technique du ministère en charge de l'artisanat et de petites et moyennes entreprises, a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises de la RDC, en marge de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Avec le directeur général du CIAO, Dramane Tou, à ses côtés, le conseiller Nabolé s'est entretenu avec les autorités congolaises sur la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Par la même occasion, la délégation a transmis l'invitation officielle du ministre en charge de l'artisanat à son homologue congolais pour prendre part à cet événement d'envergure internationale. Notre ministre en charge de l'artisanat, il nous a instruits pour rencontrer son homologue frère et ami afin de lui porter le message relatif justement à ces deux grands événements qui sont la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre.
Le ministre d'État congolais a bien accueilli le message de son homologue et a marqué son accord pour sa participation à la 16e édition du CIAO et à la 10e conférence des ministres du CODEPA qui se tiendra en marge du CIAO. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou réunira tout l'écosystème de l'entrepreneuriat africain, précisément dans le domaine de l'artisanat. Au terme des échanges, la délégation a laissé un souvenir made in Burkina Faso au ministre d'État congolais, question de sceller le partenariat entre les deux pays frères. Football, notre Burkinabé signe à l'Olympique de Marseille. L'arrière droit des étalons Issa Kaboré a signé un contrat d'1 an avec option d'achat la semaine dernière avec le club français. Après 3 où il a disputé 32 matchs, Issa Kaboré est conscient que les objectifs ont bien changé. Avec l'OM, le but c'est d'aller loin en Ligue des Champions, dit le meilleur jeune footballeur de la CAN Cameroun. Le portrait de Issa Kaboré avec William Somda. Encore un étalon à l'Olympique de Marseille. Après Abi Bamogo et Charles Kaboré, Issa Kaboré s'est engagé pour une saison en prêt chez le vainqueur de la Ligue des Champions 1993. À 21 ans, l'international burkinabé réalise un véritable rêve d'enfant. L'Olympique de Marseille, ça représente un très très grand club pour moi. Au moins quand on était petit, tonton Charlie venait à la maison, il nous montrait les photos, il nous donnait des ballons pour jouer. Donc on connaissait que l'OM, quand on allait dans les cyber, on allait faire les recherches pour regarder les matchs de l'OM et puis les centres de formation de l'OM. On voulait tous venir à l'OM et aujourd'hui me voilà, ça me fait vraiment plaisir et c'est un rêve qui se réalise. Prêté la saison dernière à 3 par Manchester City, Issa Kaboré a pris part à 32 rencontres avec le club de l'Aube. Une saison pleine et surtout une magnifique CAN camerounaise plus tard, Issa Kaboré se retrouve dans l'un des plus grands clubs français, si ce n'est le plus grand. À Marseille, les objectifs du Bobolais sont déjà énormes. Lui qui a été désigné meilleur jeune footballeur de la dernière CAN. Mes objectifs collectifs, c'est de finir champion et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mon objectif personnel, c'est de jouer le plus de matchs et d'aider l'équipe à atteindre le haut. L'insouciance, le talent, la combativité. Bref, il faudra une journée pour parler du footballeur Issa Kaboré. Du reste, Adil Rami, son ancien capitaine et coéquipier à 3, ne tarit pas d'éloges pour le jeune burkinabé de 21 ans. 90 minutes, il va faire mal. C'est une machine. Un soldat comme vous les aimez, les gars. Le mec, il parle pas, il bronche pas, il prend des coups, il se relève. Et il a pas peur d'aller au duel. Et puis par contre, il galope. Il galope, les gars. Un vrai soldat, un vrai guerrier. Un guerrier. Il n'a pas peur. Je vous dis. Oh là là là. On devrait l'appeler pas peur. Prêté pour une saison par Manchester City avec une option d'achat de 20 millions d'euros, Issa Kaboré découvrira la Ligue des Champions en septembre. Lui qui en rêvait tout gamin à Bobo Dioulasso. Très très importante, c'est un rêve qui se réalise. Je me souviens, et il y a 2 ans, 3 ans, quand j'allais dans les salles de sport, je mettais toujours l'hymne national de la Ligue des Champions pour avoir un peu l'atmosphère. Et cette année, je vais avoir l'atmosphère en temps réel et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. Taillé pour le poste de piston, Issa Kaboré postulera logiquement à un poste de titulaire, même s'il est annoncé comme la doublure de Jonathan Klaus. Igor Tudor, le coach croate de l'OM, n'a donc pas hésité à faire le forcing pour l'engager. Un nuovo giocatore lo volevamo perché ci completa là sulla fascia destra. C'est un joueur que l'on voulait. Il complète le couloir droit. C'est un joueur au physique intéressant et il connaît déjà la Ligue 1. C'est vraiment un joueur qui sera utile à ce poste-là. Ci farà bene là sulla fascia destra. Recruté mercredi dernier, Issa Kaboré pourrait effectuer sa première sortie avec l'OM au Vélodrome face à Nantes ce samedi. Très important dans le système de Tudor, il ne serait pas surprenant de le voir grappiller quelques minutes de jeu afin de se mettre beaucoup plus en confiance.
Et pour terminer ce soir, la crise russo-ukrainienne n'est pas sans conséquences sur l'économie mondiale et celle africaine en particulier. Après la crise sanitaire liée au Covid-19, le continent fait face aujourd'hui à une autre crise dont le corollaire est la flambée des prix de première nécessité. En effet, 45 pays africains, parmi lesquels le Burkina Faso, importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de la Russie. À cela s'ajoute la hausse des prix des hydrocarbures constatée dans la sous-région. Les conséquences de cette crise avec Serge Kaboré dans cet élément. L'invasion de l'Ukraine par la Russie avec son corollaire de sanctions décidées par les États-Unis et l'Europe n'est pas sans conséquences sur l'économie mondiale, notamment celle africaine. En raison du conflit, du blocus de la marine russe et du retrait de nombreuses compagnies maritimes de la mer Noire, l'approvisionnement en céréales est très perturbé. En l'espace de quelques semaines, les prix mondiaux du blé, du tournesol et du pétrole brut ont grimpé à des niveaux sans précédent. L'Afrique dépend fortement des importations alimentaires des deux pays et le continent subit de plein fouet des hausses de prix et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement de ses produits de base. L'une des conséquences visibles est la flambée du prix des produits de base, en particulier celui du blé et celui des hydrocarbures, dont la Russie est productrice avec 15% du pétrole planétaire. En Afrique, 45 pays, parmi lesquels le Burkina Faso, importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Pour sa farine qui entre dans la confection du pain, les prix sont passés de 360 000 francs CFA la tonne à 470 000 francs CFA, soit une hausse de 110 000 francs en 6 mois de conflit ukrainien. Ainsi, aux pénuries d'huile ou de sucre s'ajoute une augmentation de plus de 20% du prix du pain dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le prix du pain n'a certes pas connu d'augmentation, mais le poids de la baguette est passé de 200 à 160 grammes. C'est suite à l'observation d'une flambée des prix de certains produits sur le marché, dont le pain, que le gouvernement burkinabé est parvenu à un accord après plusieurs négociations entre le gouvernement, la fêtière des boulangeries et la Ligue des consommateurs. L'impact global sur le budget de l'État a été de 14,3 milliards de francs CFA pour les produits de grande consommation. Sur le plan des hydrocarbures, les prix ont connu une nouvelle hausse le 19 août dernier avec un surplus de 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et de 30 francs CFA sur le gasoil. Après 6 mois de conflit, à la date du 22 août, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné de lourdes conséquences au plan mondial et africain en particulier. Après la crise sanitaire liée au Covid-19, le continent subit depuis février 2022 les affres de la crise ukrainienne. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.